Voici la revue de presse. Bonjour Laetitia Gaillet. Bonjour Patrick. Par ici l'addition. En ces temps de colère contre la loi travail, matinée d'incertitude autour de la manifestation de demain à Paris, il y aura pas. Il en est qui aujourd'hui qui payent. Ce sont les militants du Parti socialiste. Libération a fait son tour de France du PS. Au total, 120 permanences de députés ou sièges de fédération ont été dégradées, vandalisées ou ont été la cible d'opposants à la loi El Khomri. Thibault, permanent du PS dans son local à Grenoble. On n'est pas prêt de le rouvrir, regardez. Là, c'est notre frigo qui a pris les balles. Je n'aurais jamais pensé vivre ça. Une salariée, rue de Solferino à Paris, le jour du 49.3, des groupes de gens se sont massés devant les grilles pour nous insulter. Mathieu, secrétaire de la section du Havre. Le 12 mai, jour de mobilisation, le mobilier de la permanence d'une députée a été retourné, cassé. Ils ont tenté d'y mettre le feu. Désormais, les jours de mobilisation, les locaux sont vides. Les assistants parlementaires qui y travaillent ont la trouille au ventre. Par ici, l'addition, une photo prise le 3 juin devant la compagnie industrielle maritime du Havre où les salariés ont fait grève pendant 18 jours, résume tout. Sur fond noir, ces mots: enculé de socialiste. Pourtant, à l'intérieur même du PS, les mots ne sont pas tendres pour l'exécutif. Sans surprise, réunion de militants à lire toujours dans l'IB. Entre compassion et lassitude, certains l'affirment: ne comptez pas sur moi pour voter Hollande au premier tour en 2017. D'autres dénoncent le silence assourdissant de Jean-Christophe Cambadélis. Mais le premier secrétaire du Parti socialiste parle ce matin dans les dernières nouvelles d'Alsace. Mi-juillet, nous serons sortis, dit-il, de ce semestre calamiteux. L'opinion sera moins dans le jugement. Plus on s'approchera de la présidentielle, plus le regard sur François Hollande va changer. En attendant, on continue d'attaquer. François Fillon dans le Figaro ce matin. Depuis 4 ans, on a un président de la République, mais pas de chef à la tête de l'État. Voilà qui nous amène à la journée d'action de demain contre la loi travail. François Fillon donc dénonce l'absence d'autorité vis-à-vis de la manifestation à Paris, d'une décision claire, car ce matin, où en est-on, manif ou pas manif à Paris? Pas de décision officielle à cette heure, même si le site du Parisien continuait d'affirmer hier soir que la préfecture de police de Paris devrait donner son accord à une vraie manifestation. L'interdiction, même si la tentation est là, on sent bien que le gouvernement n'ose pas franchir le cap, écrit Richard Trebel des DNA. Cela reviendrait pour lui à couper les très minces filins qui le relient encore à la gauche. Le Canard enchaîné assure lui qu'à la CGT, on a déjà anticipé une tactique si l'interdiction est prononcée. Il n'y aura pas de grands rassemblements, mais une quantité de petits attroupements bloquants organisés sur le principe des flash mobs. Cette idée de mobilisation éclair montre que le manifestant d'aujourd'hui a changé, mais pas les policiers. C'est l'analyse du sociologue Fabien Jobard dans Mediapart. Après les événements de 68, on avait instauré une présence policière dissuasive et un dialogue permanent avec les organisateurs de manifestations. Et la France, à ce titre, a longtemps fait figure de modèle en matière de maintien de l'ordre. Mais la conception des foules a changé. Elle n'est plus une, elle est formée de plusieurs groupes. Alors que la police, elle, est nécessairement virile, chevaleresque, faite de force et de bravoure. C'est une police forteresse, une police du dernier rempart. Si la police cède, la société s'écroule. Il y a une forme d'hégémonie culturelle du type « aucune autre police est possible, aucune autre n'est imaginable ». Dans l'UMA, ceux qui ont vécu les violences policières de ces dernières semaines lors des manifestations témoignent. Le journal engagé affirme que les forces de sécurité n'ont pas assuré la sécurité des manifestants. Et c'est là que Michel Houellebecq propose d'élever le débat. Oui, l'écrivain est ce matin le rédacteur en chef des Inrocks. Il avoue n'avoir rien fait ces 20 dernières années à part bouquiner. Et dans une interview croisée avec Emmanuel Macron, le ministre de l'économie, interview croisée parce qu'on se demande parfois qui interroge l'autre, Michel Houellebecq donc est pour la démocratie participative, pour le référendum populaire. Il n'y a pas d'organisation humaine sans reconnaissance d'une forme d'autorité, répond Macron. Le rôle d'un politique n'est pas de promettre aux gens le bonheur, mais de leur donner un cadre pour s'émanciper. L'entretien est parfois perché entre définition du capitalisme, du libéralisme, du monothéisme. On parle d'esprit français très célinien. Et puis vers la fin, il y a ceci. Michel Houellebecq, je suis assez prétentieux sur le plan littéraire. Réponse d'Emmanuel Macron. Les Français sont très prétentieux sur le plan politique. Ils veulent que leur pays soit une grande puissance, mais sans qu'on les bouscule dans leur quotidien. Houellebecq encore. J'ai l'impression d'être transgressif sans le vouloir.
Macron, j'ai le même problème. Quoi d'autre dans la presse, Laetitia ? Les Français de moins en moins favorables aux aides sociales, note de la Fondation Jean Jaurès à lire dans La Croix. Le retour aussi de la taxe soda dans le Parisien aujourd'hui en France. Un rapport parlementaire propose d'augmenter les taxes des boissons sucrées pour financer la baisse des produits alimentaires de grande consommation. Et puis un procès aussi aujourd'hui, celui de l'application de transport entre particuliers Hitch. Un procès sur le modèle d'Uber Pop. Philosophe, une utilisatrice de Hitch assure au Monde que même si Hitch disparaît, il y a une telle demande qu'un autre site prendra le relais. Ce qui fait dire à Virginie Calmels, adjointe au maire de Bordeaux Alain Juppé dans Les Échos, j'ai pleinement conscience des problèmes qu'induisent ces innovations, mais la facilité serait d'interdire alors qu'il faudrait plutôt accompagner. Et puis il y a les phrases du jour aussi qui font sourire ou navrent au choix. Le sourire, c'est pour Georges Clooney dans Vanity Fair à propos de sa femme, l'avocate Amal Alamoudine. Elle est attentionnée, brillante, drôle. Je me contente d'être mignon à ses côtés. Dans l'équipe, toujours très instructif, les j'aime pas des footeux. Laurent Koscielny, le défenseur des Bleus, aime ses enfants et la Corrèze, mais il n'aime pas les abats, ça on le comprend, et lire. Bon. Et pour terminer, une projection à J-1 du référendum en Grande-Bretagne. Loin des débats d'hier à Londres, The Independent choisit d'anticiper le résultat. Alors voilà, c'est le camp du Brexit qui l'emporte. Projetons-nous maintenant 100 jours après le scrutin. Voilà ce à quoi ressemblerait la Grande-Bretagne. Exit David Cameron, c'est Boris Johnson, le nouveau Premier ministre. À la radio BBC4, en ce jeudi 6 octobre 2016, voici les titres. Les valeurs des fonds de pension britanniques ont chuté. On va annoncer de nouvelles coupes budgétaires. Les spécialistes annoncent une récession durable et profonde. L'Écosse annonce de son côté un nouveau référendum sur l'indépendance. Et puis vient l'interview de Boris Johnson. Le journaliste de BBC4 demande « Nous payons quand même un lourd tribut à notre sortie de l'Union européenne. » Oui, mais les gens ont voté pour reprendre le contrôle, non ? Et puis, la récession sera courte. Allez, bonne journée. Merci Laetitia Gaillet.